y a à nouveau menace d'une attaque terroriste à l'aéroport de Kaboul. Avertissement cette nuit du président américain. Nous ferons le point en ouverture de ce journal sur la situation dans la capitale afghane que les talibans tentent de sécuriser à tout prix. Et puis le Blick ce matin publie l'interview d'un haut responsable taliban. Nous y reviendrons en détail grâce à Romain Carupt. D'autres révélations dans la presse alémanique dominicale avec Delphine Gendre. On y parle notamment de risques d'attaque contre les centres de vaccination en Suisse. Ce soir, premier grand débat télévisé pour les 3 favoris à la succession d'Angela Merkel à la chancellerie allemande. Nathalie Versieux nous dira où en sont les dernières tendances. Dédié à la montagne et au paysage, le festival de photographie Alt Plus 1000 s'ouvre en ce moment dans la vallée de la Brévine, dans le canton de Neuchâtel. Nous entendrons l'une de ses commissaires. Et puis le swimrun, vous connaissez, c'est un nouveau sport qui a pris naissance dans l'archipel de Stockholm où nous emmènera le reportage de notre correspondant. Ce sera juste avant l'hommage que rend aujourd'hui à voix haute au sociologue roman Jean-Pierre Franière, décédé il y a une semaine. Il avait fait de la société de longue vie son dernier combat. Soleil sur le plateau, nuages et peut-être pluie près de la Suisse alémanique. Le menu météo complet en fin de journal. À Kaboul, l'inquiétude n'est pas retombée après l'attaque de jeudi qui a fait plus de 170 morts. Hier soir, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il redoutait une récidive, une deuxième attaque contre l'aéroport afghan aujourd'hui ou demain. Et le département d'État a demandé une nouvelle fois à ses ressortissants de quitter les environs immédiatement. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville. L'attentat de Daesh a été un véritable camouflet pour les talibans. Après la prise de Kaboul le 15 août, ils avaient multiplié les patrouilles dans la capitale pour montrer à la population et au monde qu'ils étaient capables d'assurer la sécurité et d'empêcher les exactions. L'attaque de jeudi les a forcés à prendre des mesures drastiques pour protéger les environs de l'aéroport. Depuis vendredi, des combattants talibans armés de fusils d'assaut américains barrent les accès avec des blindés légers. Tout ce matériel a été pris à l'ancienne armée afghane. L'aéroport n'est désormais accessible qu'au compte-gouttes à ceux qui ont une autorisation d'évacuation. Il reste moins de 3 jours avant la fin du pont aérien et les soldats américains ont commencé à quitter les lieux. Tout l'enjeu pour le nouveau régime sera de maintenir cette infrastructure en état de fonctionner. Les personnels au sol ont fui après la chute de Kaboul et les talibans tentent d'obtenir une assistance technique de la Turquie. Garder l'aéroport ouvert sera crucial pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire et la reprise des vols commerciaux. Emmanuel Derville pour RTS Info New Delhi. Et demain, la France et le Royaume-Uni plaideront à l'ONU en faveur d'une zone protégée à Kaboul, une zone pour mener des opérations humanitaires. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron dans un entretien au journal du dimanche. On continue de parler de l'Afghanistan avec l'interview d'un haut responsable taliban, Abdul Kahar Balkhi, que publie ce matin le Sonntagsblick. L'homme est membre de la commission culturelle du mouvement islamiste et il devrait jouer un rôle central dans le futur gouvernement. Romain Carupt, bonjour. Bonjour. Alors, peu de médias européens ont questionné des cadres talibans. Qu'avez-vous retenu de cette interview qui est diffusée aujourd'hui ? Que les talibans cherchent définitivement à rassurer. Abdul Kahar Balkhi a contacté lui-même le Sonntagsblick. C'est une manière, dit-il, de répondre aux questions brûlantes que le monde se pose. Et alors, dans ses réponses livrées en anglais et par écrit, il a surtout cherché à rassurer. Les talibans veulent la paix, la sécurité et entretenir des relations diplomatiques et économiques avec l'étranger. L'aide humanitaire sera acceptée si elle est inconditionnelle et pas question de collaborer avec Al-Qaïda. Mais dans ce cas, demande le Sonntagsblick, pourquoi des milliers de civils veulent les fuir ? Réponse d'Abdul Kahar Balkhi, les gens ne fuient pas par peur ou à cause des menaces que nous avons proférées à leur encontre. Ils fuient à cause des fausses promesses d'Hollywood et de la prospérité économique que l'Occident dit leur offrir. Et ça, Romain, ce n'est pas la seule information démentie dans cette interview. Non, le responsable taliban contredit aussi les Nations Unies et des médias sur les persécutions et les exécutions arbitraires contre des employés de l'ancien régime et contre des journalistes. Il jure que les femmes peuvent s'instruire et travailler à la seule condition qu'elles portent une tenue islamique dite appropriée. Et enfin, contrairement aux récentes déclarations d'un diplomate allemand, le responsable taliban interviewé dans le journal réitère la ligne rouge initiale.
Aucune troupe étrangère n'est autorisée à rester en Afghanistan au-delà du 31 août, mardi donc. Et si des soldats américains restent, nous devrons changer notre stratégie, dit-il. Romain Carupt, merci. Et nous continuons de feuilleter la presse dominicale alémanique avec vous, Delphine Gendre. Et à nouveau, on y parle beaucoup de coronavirus. Oui, la NZZ am Sonntag évoque ce matin le risque d'attaques ciblées sur des centres de vaccination ou sur les lieux de stockage des vaccins. Les services de renseignement de la Confédération mettent en garde contre de possibles attentats terroristes venant de milieux islamistes donc. C'est la première fois qu'une mise en garde de la sorte est exprimée explicitement selon le journal. Alors pour l'instant, on ne parle pas de preuves tangibles d'attaques planifiées mais de menaces qui planent. Est-ce que le danger d'attaque ne vient que du terrorisme djihadiste, se demande le journal, ou est-ce que les milieux anti-vaccins sont aussi dans le viseur? Les services de renseignement n'en disent pas plus. Et puis toujours dans ce journal, la NZZ am Sonntag, Alain Berset évoque de nouvelles mesures pour l'automne. Dans une longue interview, le ministre de la Santé envisage de réintroduire une quarantaine après les voyages, car on le constate, il y a une forte hausse du nombre de cas de coronavirus qui est liée au retour des vacances cet été. La mobilisation est aussi au cœur des préoccupations des chefs de parti, PS, PLR, Centre Vert et Verts libéraux. Ils en appellent à une journée nationale de la vaccination, c'est dans la Sonntagszeitung. Le président des Verts, Balthasar Glättli, veut mobiliser des célébrités de tous horizons, Magdalena Martolo-Blocher, Pipi Lottiris ou Roger Federer, qui uniraient leurs forces pour faire campagne pour la vaccination. Cela ferait une grande différence, dit-il. Et pourquoi pas l'équipe nationale de foot, c'est difficile. Elle ne fait campagne qu'avec ses sponsors officiels, malheureusement. Pourtant, des joueurs comme Xhaka ou Shaqiri seraient d'excellents ambassadeurs pour encourager des personnes originaires des Balkans à se faire vacciner, écrit le journal. Et puis on termine cette revue de presse, Delphine, par une découverte surprenante. Les hommes de l'Antiquité mangeaient beaucoup de poissons et les femmes, beaucoup de viande. Oui, les dernières analyses de squelettes provenant de la ville d'Herculanum permettent d'en savoir plus sur les habitudes alimentaires de cette communauté disparue suite à l'éruption du Vésuve en l'an 79. Alors les femmes mangeaient plus de viande, mais aussi plus d'œufs et plus de produits laitiers que les hommes, ceux-ci préférant le poisson et les céréales. C'est un peu l'inverse d'aujourd'hui. Deux explications à cela. Les hommes étaient plus souvent en mer et le poisson frais étant une denrée périssable, c'était un mets plus raffiné, privilège masculin, c'est à lire dans la NZZ am Sonntag. Merci pour ces informations, Delphine Gendre en direct de Fribourg. Bien connu des Genevois, le téléphérique du Salève effectue aujourd'hui ses dernières courses. Il restera fermé pendant presque 2 ans afin de rénover les 2 gares au départ et à l'arrivée, des gares qui ont été mises en service il y a plus de 90 ans. Chaque année, le téléphérique du Salève transporte près de 300 000 passagers. Nous partons maintenant pour l'Allemagne où aura lieu ce soir le premier grand débat télévisuel pour les 3 prétendants à la succession d'Angela Merkel à la chancellerie. À un mois des élections, l'issue du scrutin est des plus incertaines. Correspondance de Nathalie Versieux. Selon les sondages, les conservateurs et les sociodémocrates sont au coude à coude, crédités chacun de 22 à 23% des intentions de vote, suivis des Verts autour de 20%. Mais à 4 semaines du scrutin, un quart des électeurs sont toujours indécis. Les 3 candidats misent donc gros ce soir. Face aux téléspectateurs, l'impopulaire chrétien-démocrate Armin Laschet, l'austère ministre social-démocrate des Finances Olaf Scholz et la verte Annalena Baerbock dont la campagne a dérapé ces dernières semaines. La succession d'Angela Merkel s'annonce difficile. Aucun des 3 candidats n'a sa stature. La campagne peine à décoller et les Allemands s'inquiètent pour la constitution du futur gouvernement. Un gouvernement qui, pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale, devrait reposer sur une coalition tripartite ressentie par l'opinion comme un facteur de potentielle instabilité. Berlin, Nathalie Versieux pour RTS Info. Vous aimez vous balader dans la nature et vous êtes curieux de photographie contemporaine, rendez-vous au festival Alt Plus 1000. Il présente dès aujourd'hui les travaux d'une 60aine d'artistes dans la vallée de la Brévine, dans le canton de Neuchâtel. Une des expositions se trouve au bord du lac des Taillères. Elle porte le titre suivant, Naturel, avec un point d'interrogation. Explication de sa commissaire Caroline Stévan. On a choisi de mettre un point d'interrogation après naturel parce que l'image qu'on a souvent des paysages, de la montagne, c'est quelque chose qui serait immuable, qui serait évidemment du coup naturel, authentique, alors qu'au fond c'est largement façonné par l'homme et c'est toute cette identité finalement des paysages qu'on souhaitait questionner.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Des montagnes fabriquées? Il y a différents chapitres, on peut dire, dans cette exposition, mais l'un des chapitres questionne en effet l'artificialité des paysages et de la montagne. On voit par exemple, il y a une artiste américaine qui s'appelle Jean Lee qui a photographié des tas de sable dans la banlieue de Chicago, et le cadrage est fait de telle sorte qu'il y a plus d'échelle. On a l'impression simplement que ce sont des montagnes, des chaînes de montagnes, et on est loin d'imaginer que c'est simplement un tas de sable. Et puis, vous l'avez dit, il y a plusieurs chapitres. Il y en a un qui concerne davantage les animaux. J'ai voulu questionner le lien entre les hommes et les animaux. Et puis se demander finalement, quand on élève des animaux, qu'est-ce qui reste de naturel? Qu'est-ce qu'on fait de cette nature sauvage qu'ont les animaux à l'origine? Il y a un travail documentaire, par exemple, de Céline Clanet, une photographe française, qui documente en fait la migration des rennes en Laponie. Et cette migration, normalement, est quelque chose de tout à fait instinctif. Chaque année, à la même période, les rennes migrent, traversent des rivières pour ça. Mais parfois, ils se noient. Et donc, de plus en plus, la migration se fait en bateau pour éviter les noyades. Et donc voilà, là on peut questionner qu'est-ce qu'il reste de naturel dans cette migration quand l'homme intervient pour prendre un troupeau sauvage, l'installer dans un bateau et puis le débarquer de l'autre côté. Alt+1000, festival de la photographie à la Vallée de la Brévine et au musée des Beaux-Arts du Locle jusqu'au 20 septembre. Et puisque nous étions au bord d'un lac, je vous propose d'évoquer maintenant un sport dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui se développe dans toute l'Europe. Il s'agit du swim run ou nage-course. Le principe est simple, on s'équipe d'une combinaison de palmes pour les mains, de baskets qui vont dans l'eau pour alterner natation et course en pleine nature. Notre correspondant Frédéric Faux nous emmène là où ce sport est né, dans l'archipel de Stockholm. Il y a une dizaine de kilomètres, 1 kilomètre de nage répartis sur 7 nages, voilà. Et une île dont il faut faire le tour à pied et en revenir par là où on est venu. Et puis l'archipel propose vraiment de bonnes conditions pour le faire. L'archipel de Stockholm, un ensemble de 30 000 îles, est un terrain de jeu idéal pour le swimrun. C'est pour cette raison qu'on y vient de loin, et même parfois de France, comme Christian, pour pratiquer ce mélange intense de nage et de course. C'est aussi là que cette discipline est née, comme un pari entre un groupe de jeunes qui voulaient relier les îles de Sandhamn et de Utö en complète autonomie, soit une aventure de 75 km en passant par une vingtaine d'îles. Jasper Mars était l'un de ces pionniers. Au tout début, on s'est demandé s'il était possible de voyager dans l'archipel sans bateau, nager entre les îles, rester sur les îles. Et ça nous a pris 2 jours pour aller de Utö à Sandhamn. Le deal, c'était que la dernière équipe à franchir la ligne d'arrivée devait payer l'addition du resto. Et de là, c'est devenu un sport. Aujourd'hui, ce parcours reste celui de la Hötilhö, le championnat du monde de la discipline. Mais pas besoin d'en faire autant pour prendre du plaisir en swimrun, comme l'explique Friedrich, un instructeur. On peut faire couple, on peut faire en solo, on peut se retrouver sur les routes, sur les rochers ou dans la forêt. Bien sûr, il faut savoir nager, mais vous avez une combinaison et une bouée entre les jambes qui vous aident à flotter. Des baskets normales, ça va très bien, mais maintenant que ce sport se développe, vous avez des chaussures spéciales de swimrun qui permettent à l'eau de s'évacuer rapidement quand vous sortez de la mer. Bien sûr, il y a une élite qui est très entraînée et très rapide, mais c'est vraiment un sport pour se retrouver en pleine nature. On peut le faire en marchant, en parlant, en nageant tranquillement. C'est vraiment pour tout le monde. La prochaine édition de la Hötilhö aura lieu le 6 septembre. Reportage de Frédéric Faux à Stockholm. Un hommage maintenant dans À voix haute. La sociologie romande perd un bel esprit. Jean-Pierre Franière est décédé il y a une semaine, le 22 août. Manuela Salvi l'avait rencontré l'été dernier. Quand je mourrai, je mourrai. Après ce point final, je ne sais pas, avouait Jean-Pierre Franière. Né en 1944 à Vaisonna en Valais, il avait d'abord embrassé la prêtrise avant de se consacrer aux sciences sociales. Son fil rouge, c'était la solidarité. Auteur, éditeur aussi avec Social Info, il avait fait de la société de longue vie son dernier combat, le dernier message d'espoir de cette grande voix de la sociologie romande. À voix haute, Jean-Pierre Franière, Manuela Salvi. Bonjour Jean-Pierre Franière. Bonjour Manuela Salvi. Vous êtes sociologue, des études de théologie il y a longtemps, mais des études de théologie quand même, un parcours professionnel impressionnant, des livres que vous avez signés qui remplissent plusieurs rayons de bibliothèque, pour beaucoup édités par Social Info. J'en cite 2, les 2 derniers en fait, publiés cette année. Accueillir le changement, c'est le premier, 50 ans de défis et de projets. 50 ans, c'est un cap, un symbole? C'est l'espace qui me sert de référence
parce que c'est une réflexion qui porte sur 50 ans. C'est long, hein? C'est long. Et fructueux, fécond? Écoutez, très étonné. Vous savez, si vous vous mettez à regarder 50 ans de votre vie, vous commencez par frémir, vous prenez du plaisir, vous vous étonnez, et puis à la fin, vous osez écrire. Et vous nous invitez surtout à saisir la truelle pour façonner l'avenir. Le deuxième, c'est Ouvre tes volets, les citations du matin, recueil de citations. Sur quoi ouvrez-vous vos volets chaque matin, Jean-Pierre Franière? Presque sur ces citations. C'est mon réveil matin, parce que j'essaye de me renouveler à chaque matin, pour faire en sorte que le monde soit autre chose que ce que j'imaginais la veille. Vous commencez par le premier chapitre, à cette jeunesse, et vous terminez par vieillir, oh vieillir. Vieillir, quel sens lui donnez-vous aujourd'hui? D'ailleurs, vous avez quel âge? J'ai 75 ans. Encore jeune? Jeune du point de vue du calendrier, un peu usé par la vie parce que je suis un professionnel patient, malade, mais je gère bien ma profession de malade. Et vous gérez bien surtout aussi vos neurones, vous avez encore plein de projets. Il me reste ça. Quel sens donnez-vous au mot vieillir? Vieillir, c'est quelque chose d'abord qui est simple, inéluctable. C'est un changement. Attention, j'ai pas dit altération, hein. C'est un changement du corps, de l'esprit, c'est un cumul d'expériences, c'est une découverte d'inattendu, vous voyez, c'est un paquet de belles surprises qu'on sait intégrer ou pas, c'est des malheurs qu'on sait repousser ou pas, et c'est un lendemain dans une dynamique du provisoire. Le provisoire est ce qui nous accompagne. Pour moi, ça fait déjà 75 ans. Mais vous parlez de vieillesse, de vieillir comme de quelque chose de positif, d'une surprise. Alors certes, les lendemains sont provisoires, mais curiosité et surprise. Or, quand on parle de vieillesse, d'ailleurs, on ne sait pas comment vous nommez les vieux, les aînés, les seniors. Le malaise commence déjà là. Ça fait 5 ou 6 ans que, en tout cas par écrit, j'utilise le mot vieux. Quand on est vieux, on est vieux. C'est pas un gros mot. Ça me pose aucun problème. Autour de moi, plein de gens acceptent d'être vieux. Il vient un moment, autour de 60, 70 ans, où on découvre que les années qui viennent sont positives. Parce que il y a la maladie, il y a la proximité de la mort, on va pas se voiler la face. Je suis pour regarder en face cette tragédie qui est la mort, cette horreur qui est la mort, qui va m'emporter. La seule erreur que fait la mort, c'est de m'emporter. Évidemment, mais elle nous accompagne tout au long de la vie, cette mort. Oui, alors elle est là pour nous rappeler que il y a une dimension de finitude, c'est fini, mais on n'en finit pas de ne pas finir. Jean-Pierre Franière, vous dites que ça dure longtemps et nous sommes engagés aujourd'hui dans une société de longue vie, réflexion que vous menez depuis des années. C'est un engagement aussi que vous avez pris, mais envers qui? Non, c'est une complicité. Le jour où j'ai touché la vieillesse, j'ai compris que j'étais vieux. Et puis, les autres vieux m'ont regardé autrement. Et à partir du moment où on est des nôtres, on peut s'exprimer. D'abord, on écoute mieux parce qu'on perçoit de manière plus fine ce que l'autre veut dire, ce qu'il ressent, ce qu'il souffre ou ce dont il jouit. Parce que c'est une expérience commune. Donc partage riche et si possible dans un langage et sous une forme qui n'a aucune prétention si ce n'est d'être entendu par autrui. Qui sur la vieillesse doit poser les bonnes questions? Les aînés qui ont de l'expérience ou les plus jeunes qui sont l'avenir? Alors tout le monde. Tout le monde définit la vieillesse, pas seulement une catégorie d'âge. Quelque chose qui m'a animé dans les derniers livres que j'ai publiés, c'est que j'ai entendu beaucoup de plaintes de la part des vieux, c'est-à-dire 80 ans et plus, qui me disaient « mais tu vois, à quoi bon vivre? À quoi ça sert? Quel sens? Pourquoi vivre encore ?» Alors, je commence par plaisanter, je dis, vous avez encore 20 ans à tirer, Et c'est pas un mensonge, La perspective de s'approcher des 100 ans va devenir d'une banalité importante. Mais, en même temps, c'est de faire comprendre l'immense richesse des événements qui vont encore se produire et qui nous donnent de la saveur. Je pourrais me plaindre, mais j'ai tellement de bonnes surprises
que j'essaie de vivre encore un bout. Et encore longtemps, en fait. Hein. Alors, vivre plus longtemps, mais avec quel projet? C'est ça le défi? Oui, là, j'aimerais qu'on apprenne à se méfier de la notion de projet. Pourquoi? Parce que il est de bon ton de dire « qu'est-ce que je vais faire des 20 ans qui viennent ?» Eh bien, ce que j'observe et ce qui est de plus en plus évident, c'est que dans ces 20 ans, il y aura plusieurs étapes, des événements inattendus. Si je vous racontais tout ce qui m'est tombé dessus au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire des choses que je n'aurais jamais cru voir advenir dans ma vie. Et notamment la maladie, vous l'avez évoqué à l'instant. Ça c'était déjà avant, mais à l'intérieur de ça, il y a des gens que je connais depuis 5 ans et avec qui j'ai fait des choses passionnantes. C'est ce qui me rend le plus ouvert possible à l'innovation. Je me laisse déranger. Cette ouverture à l'innovation, se laisser déranger, ce n'est pas une question d'âge. Non, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie de déguster. Ça veut dire que l'âge n'est plus une variable? Non, à tous les âges, il se passe des événements. Il faut arrêter de créer ces ghettos. Essayons de vivre ensemble longtemps. Et puis, ouvrons nos yeux. On ne doit pas se copier parmi, si je peux me permettre l'expression, entre les centenaires et les bébés. Mais on a des zones de convergence, tout en respectant les différences. Parce qu'elles enrichissent les autres aussi, les différences. Oui, mais il y a tellement d'éléments qui vont nous étonner. S'étonner, je crois que vous avez utilisé ce mot au moins 4 fois depuis le début de cette interview. Vous vous méfiez des projets, mais c'est une nouveauté. Jamais dans l'histoire, l'humanité n'a vécu un tel événement, vivre aussi vieux, aussi longtemps. Alors, un cadeau, une nouvelle saveur, mais aussi un piège. Est-ce qu'il nous manque le mode d'emploi? Et que pour avoir ce mode d'emploi, il faudrait un débat public plus important? Le débat public, il est évidemment à plusieurs niveaux. D'abord, renforcement de la connaissance de l'histoire. Tout le monde en parle, j'entre pas en matière. Mais j'ai presque envie de suggérer une combine que j'ai pratiquée. Vous vous asseyez face au Jura ou face aux Alpes, et puis vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait entre 0 et 10 ans? Et vous restez 1 heure à méditer sur ce moment. Le lendemain, vous venez, vous dites entre 10 ans et 20 ans. Et si vous n'avez plus 20 ans, ça peut durer encore quelques jours. Et vous allez découvrir une quantité d'éléments qui font votre vie et qui sont des trésors. Nous sommes des trésors enfouis. J'ai pas dit des cimetières parce que ça rebondit, mais on est des trésors enfouis. Et je crois que vieillir, c'est aussi ramasser ce patrimoine. C'est regarder en face ce qui parfois nous a gênés, ou nous a fait honte, ou nous a paru désuet, ou nous a paru inintéressant. Merci pour le conseil. C'est une forme de mode d'emploi, Jean-Pierre Franière. Mais oui, ça vous prend 1 semaine. Et puis, en même temps, vous allez être rajeuni et surtout vivifié. Vivifié. J'évoquais le débat public. Parce que vieillir, c'est une vie en héritage, on vous a bien compris. Mais c'est aussi une question politique. Alors, il y a plein d'instances, si je peux me permettre l'expression, qui nous mettent des limites. L'âge d'obsolescence, l'âge où on vous remercie, varie sur 30 ou 40 ans. Mais vous ne me répondez pas sur la question politique. C'est les instances qui le font. C'est des instances administrativo-politico-institutionnelles. Il y a des gens qui s'arrogent le droit de dire « t'es fini ». Et ça devrait changer? Depuis que les femmes et les hommes ont repris la parole, surtout les femmes, il se passe quelque chose de majeur, c'est que ces gens-là parlent, rêvent, formulent des souhaits. Vous ne pouvez pas les faire taire. Donc, vous avez des grandes constantes. Aimer tout au long de sa vie, apprendre tout au long de sa vie, garder le pouvoir tout au long de sa vie, partager pour être autonome tout au long de sa vie. Je continue pas l'énumération. Mais elle est déjà intéressante, substantielle, et c'est le chemin de toute une vie, ça, Jean-Pierre Franière. Un chemin sur lequel tout le monde est invité à faire quelques pas et même une longue promenade. Mais parfois, c'est difficile d'imaginer qu'on sera très vieux. C'est pour ça que le débat est aussi difficile. Il y a une période là dans la vie entre 50 et 70 ans où on passe beaucoup de temps à pas vouloir être vieux. Cette zone-là, d'abord, elle est dans les mains des marchands. On vous vend des pommades, on vous vend du sport, parce que on a compris que
À partir du moment où vous êtes en train de comprendre que la mort n'est pas qu'une hypothèse, mais quelque chose qui fait partie de votre existence, le choc est assez dur et cette approche de la mort effraie et peut donner des frissons. Alors, c'est un apprentissage, comme d'autres apprentissages, mais on apprend à s'approcher de la mort. Et la pandémie qui a emporté beaucoup de vieux, comme vous dites, de personnes âgées, d'aînés, c'est un apprentissage accéléré? Ça fait partie des peurs faciles à manipuler. Mais si vous mourrez d'un cancer ou bien si vous mourrez du virus, ça change pas grand-chose. Ça m'a oublié les autres morts. Moi, j'étais beaucoup à l'hôpital, j'ai vu d'autres morts que celles du coronavirus. Mais quand vous regardez le nombre de personnes qui n'ont plus peur, qui ont apprivoisé ce qui devrait être la mort, il faudra encore poursuivre l'apprentissage longtemps. Mais pour soi-même. Mais pendant la pandémie, tout arrêter pour protéger les aînés. Est-ce que c'est quelque chose qu'il était pertinent de faire? Comment vous avez réagi, vous qui avez 76 ans, Jean-Pierre Franière? Parmi les personnes très âgées, beaucoup ont compris une chose, c'est que il valait mieux prendre des risques physiques que de mourir de solitude. Je m'amuse parce que, en général, dès qu'on parle de problèmes sociologiques, tout le monde rigole. C'est pas sérieux, hein. La médecine, la santé, ça c'est sérieux. Les problèmes sociaux, c'est du bavardage. J'ai jamais entendu autant de valorisation des relations sociales que dans cette période où on a compris que pour vivre longtemps, pour vivre vieux, on peut pas vivre tout seul. C'est tout ça le problème, la solidarité. Il y a une immense revendication de notre temps. C'est que on a un peu d'argent, ou même beaucoup. On a du temps, on a de la culture, on a plein de choses. Et on veut être autonome par conséquent. Mais l'autonomie sans solidarité, ça ne peut pas exister. Tout seul, autonome, je suis un bois sec qui meurt. Et pour ne pas mourir, il faut soigner les liens. Mais vous dites aussi, Jean-Pierre Franière, à la fin d'Accueillir le changement 50 ans de défis et de projets, qu'il faut soigner les liens avec la jeunesse. Vous plaidez pour un nouveau contrat entre générations? Alors, il faut d'abord reconnaître les autres, à tout âge. La diversité, la différence. Reconnaître les différences et, bien sûr, partager. Mais partager, ça ne veut pas dire donner l'identique à tout le monde. C'est écouter le besoin vital, essentiel de l'un et l'autre. Pour créer de nouvelles richesses? Pour créer la possibilité de vivre ensemble dans la saveur de l'invention et de la découverte. Et pour créer un mode d'emploi de cette société de longue vie, des aînés qui inspirent, qui nous inspirent, c'est le fil rouge de l'été dans À Voix Haute. En quoi souhaitez-vous aujourd'hui, en tant que sociologue aussi, être inspirant? Je pense qu'il y a un premier devoir, c'est le devoir de vérité. Ne pas se voiler la face lorsqu'on vous apprend que vous avez votre deuxième cancer. Deuxièmement, un brin d'optimisme, parce que on n'a jamais vu quelqu'un de pessimiste inventer, de changer le monde. On parle du temps qui vient, parce que le vient autorise la surprise. Le temps qui reste, c'est de la résignation. Et le temps qui vient, c'est de l'espoir. C'est un peu d'espoir. Parce que c'est le faire qui vous donne de la force. Agir pour se donner de l'énergie pour le temps qui vient, c'est une manière de gérer les 30 ou 40 ans qui vous habitent et qui vous attendent. Et le temps qui vient et non pas le temps qui reste, on saisit bien la différence. Jean-Pierre Franière, merci pour ce témoignage et ce bel élan de vie. Je vous en prie. À Voix Haute, rediffusion ce soir à 22h40 sur La Première, une émission à réécouter en tout temps sur Play RTS et rtsinfo.ch. Avant les prévisions météo, encore des nouvelles de l'ouragan Ida dans le sud des États-Unis. Ida est devenu un ouragan dangereux de catégorie 4 avec des vents qui soufflent à plus de 200 km/h. Il devrait atteindre les côtes de la Louisiane dans l'après-midi, 16 ans jour pour jour après les ravages causés par Katrina. On revient en Suisse. Le bassin lémanique et le Valais continuent de profiter d'un ciel bien ensoleillé. Il est plus nuageux en Ajoie sur les montagnes et vers la Suisse alémanique. C'est d'ailleurs dans ces régions, près de la frontière des Langues, qu'il pourrait pleuvoir cet après-midi. Sur le plateau, toujours une bise modérée. Il fera maximum 20 degrés. Des prévisions qui sont valables également pour demain, mardi et mercredi. Du soleil partout et un temps assez frais.
Infotrafic RTS. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, 10 km de bouchon entre Erstfeld et le portail nord en direction du Tessin, ce qui correspond à 1h03 d'attente environ, et 6 km en sens inverse entre Quinto et l'entrée sud de l'ouvrage, soit 1h30 de patience. C'est la fin de ce journal. Merci à Luana Biadici et Mathieu Pont en régie. Il est tout juste 13h sur la première.